Le père de l'enfant est étranger et sans papier. Cette situation pose un vrai problème à la rédactrice. Warda est loin de s'en douter. Sous les ors de la République, c'est leur toute première Marseillaise. Une chorale de nouveaux Français. La France, vous le savez, a une grande tradition d'accueil. Et cette tradition d'intégration lui a beaucoup apporté. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait la poésie française sans Apollinaire, qui était d'origine polonaise? Comme 120 000 personnes chaque année, ils viennent d'obtenir la nationalité française. Ils participent à une cérémonie officielle qui a lieu toutes les semaines en présence du sous-préfet de Paris. Est-ce que nous priverions le cinéma de Michel Piccoli, d'Yves Montand, de Serge Reggiani, qui était italien, d'Isabelle Adjani, qui est d'Algérie? Soyez donc fiers d'être devenus français. Comme nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Parmi cette cinquantaine de Français fraîchement naturalisés, la famille Silla, d'origine guinéenne. Monsieur et Madame Silla, Abdoulaye et Mariama et la petite Aïcha. La petite Aïcha. La famille Silla reçoit son décret de naturalisation, le bout du chemin. Voilà. Je voudrais tout simplement dire quelques mots. Et on est très très heureux aujourd'hui. On remercie tout le peuple français et les Françaises. Ça a été long pour nous, mais aujourd'hui, c'est la fin et je vous remercie. Et moi, je vous embrasse. Pour les Silla comme pour tous les autres, il aura fallu au moins 2 ans de démarche, d'attente, de galère parfois, pour vivre ce moment et devenir enfin citoyen de la République française. Monsieur et Madame Silla sont installés à Paris depuis 18 ans. Ils ont dû batailler pour devenir français. Un parcours du combattant pour que leurs filles et leurs fils, nés sur le sol français, soient naturalisés. 7 ans après leur première démarche, ils ont obtenu gain de cause. Ils sont devenus français quand leurs noms ont été publiés dans le journal officiel de la République française, 1 semaine avant la cérémonie à la préfecture. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite sauté au plafond. Voilà. C'est la fin d'une situation précaire, celle que connaissent tous ceux qui vivent et travaillent en France avec une carte de séjour et ne peuvent obtenir de CDI. Chaque année, j'avais une carte séjour temporaire. Donc, il fait que c'est un séjour, même si on cherche du travail, on peut trouver, mais pour avoir un CDI, c'est difficile. Donc, ça fait la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, chaque fois qu'on allait renouveler ce titre de séjour-là, il fallait que mon mari aille là-bas à 3 h du matin pour faire la queue pour moi jusqu'à 9 h. Et moi, je viens ensuite avec ma fille ou mon fils. Aussi, ils ne sont pas à l'école pour pouvoir avoir ça. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous ouvrez ce passeport et que vous regardez? Ça vous rappelle quoi? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de difficultés. Et maintenant, c'est gagné. Voilà. Gagné pour les papiers. Reste à se faire à l'idée d'être français tout en gardant son passeport guinéen. Si je te demande, quel est ton pays? C'est la Guinée. Et quoi encore? Et quoi encore? C'est tout. Ah oui, et la France. Ben oui, évidemment. Et vous, si on vous demande quel est votre pays? Maintenant, c'est les 2. C'est la Guinée et aussi la France. Pour devenir français, tout commence à la préfecture. La première étape, c'est l'inscription, une sélection sévère. Pour retirer un dossier, il faut vivre en France depuis au moins 5 ans en situation régulière. Sans carte de séjour, pas d'inscription possible. Vous n'avez pas votre carte de séjour, donc je ne pourrai pas vous donner votre dossier. Le dossier de... Non, rien du tout. Donc revenez avec les titres de séjour. Michel Hamad est la chef du bureau des naturalisations.
Voilà. Donc, en fait, c'est le courrier du jour. Bon, aujourd'hui, il en est arrivé un paquet, hein, je sais pas. C'est une moyenne. Oui, il en arrive entre 70 et 80 par jour en ce moment. Ouais. Donc, les dossiers sont ouverts et on épluche, on regarde si toutes les pièces réglementaires y sont, toutes les pièces qui permettent de le déclarer complet. Les dossiers s'accumulent. Il faut les contrôler un par un, soit 1 heure par dossier pour vérifier toutes les pièces. Voilà, donc on arrive dans le couloir où sont stockés les dossiers. Alors, dans ces premiers placards, ce sont les dossiers qui sont arrivés récemment. On en a jusque dans ce placard et on est au numéro 3663. Ça veut dire qu'à ce jour, on a reçu 3663 nouveaux dossiers. Il faut savoir qu'on traite à peu près 800 dossiers par mois. Donc, je devrais avoir terminé de traiter 2006 du côté d'octobre-novembre 2007. 1 an et demi, c'est le délai minimum avant l'étude des dossiers. C'est le temps que devront attendre les candidats avant même que leur cas soit étudié. 200 années s'écoulent encore, et en 1400... On peut aussi devenir français par le mariage. Condition requise, au moins 4 ans de vie commune. C'est le cas de Madame Sentuk, elle vient de Mongolie. Elle s'est mariée il y a 5 ans avec Pierre. Aujourd'hui, le couple est convoqué à la préfecture. Qu'est-ce que selon vous va se passer pendant cet entretien ? J'ai aucune idée. Vous savez absolument pas quel est le but de cet entretien ? On imagine que ça va être très rapide, d'autant que si effectivement la demande a été faite il y a 6 mois, on est mariés depuis 5 ans, ou quasiment. Donc si c'est pas simplement une formalité aujourd'hui, ce qui devrait l'être, après 5 ans de mariage et 2 enfants, on trouverait ça un petit peu bizarre. Monsieur, Madame Sentuk. Passage obligé, l'entretien, conduit par un agent de la préfecture. C'est lui qui a la charge de recevoir les candidats pour vérifier leur bonne foi et dissiper d'éventuels doutes apparus à la lecture du dossier. Après les vérifications d'usage, l'entretien commence et prend parfois des allures d'interrogatoire. Pourquoi souhaitez-vous devenir française ? Parce que je suis mariée avec un Français, que je vis en France et que ma vie est construite autour de la France déjà. D'accord. Excusez-moi monsieur, mais c'est pas automatique le fait que l'on soit marié, que l'on ait 2 enfants ? Alors c'est un droit. On a fait la demande dès le départ, il y a 5 ans quand on s'est marié. On a réuni tout un paquet de papiers, c'était quand même assez lourd. On arrive aujourd'hui au terme, on espère que ça va se passer très rapidement. Ça devrait être plus rapide maintenant. Oui. Alors, vous avez des questions à poser, mais on est mariés, on a 2 enfants, de 5 ans. La question qui intrigue l'agent, c'est la différence d'âge. Madame Sentuk a 16 ans de moins que son mari. Sur la liste, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions de votre entourage par rapport à la différence d'âge, qui n'est pas énorme, entre votre épouse et vous? Non, mais pas du tout. Vous avez toute une liste de questions. Non, j'ai posé comme ça. Et c'est pas un critère de refus, là. Ah oui. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui. J'espère bien. Les questions visent à vérifier l'authenticité du couple. Le risque, c'est le mariage blanc, une union de façade pour obtenir frauduleusement la nationalité. Les Sentuk semblent au-dessus de tout soupçon. Mais Pierre et sa femme devront quand même attendre 1 an. C'est le délai habituel pour que l'administration rende sa décision. Lorsque la préfecture soupçonne un mariage blanc, le dossier est transmis à la police. Ce jour-là, c'est le lieutenant Lefebvre qui est de service. Petit briefing avec sa collègue avant le départ en mission. Donc là, on va aller faire une enquête de voisinage dans le cadre d'une naturalisation par mariage d'une personne donc africaine qui a épousé une personne de nationalité française. Donc on va interroger les voisins et la gardienne pour vérifier la réalité de la communauté de vie. Pour ce couple, là aussi c'est la différence d'âge qui soulève les soupçons. Le mari français a 20 ans de plus que sa femme camerounaise. Donc c'est là, c'est dans le groupe d'immeubles là.
On commence par la gardienne? Oui, parce que il y a beaucoup d'appartements. Bonjour madame. On vient donc dans le cadre d'une enquête sociale pour une dame qui a demandé la naturalisation par mariage. Est-ce que vous l'avez déjà vu avec un monsieur Son mari, oui. Oui, il habite là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Ah, il est au Cameroun, mais il vient régulièrement ici. Hein. Il vient régulièrement Oui. ici? D'accord. Bon ben, merci madame. Au revoir. Au revoir. Alors, on va vérifier au niveau des boîtes aux lettres. C'est lui. Ça, c'est son nom de jeune fille. On constate qu'il n'y a pas le nom du mari. Pas de trace du nom du mari sur la boîte aux lettres. Premier élément de cette enquête de proximité. Mais le plus gros du travail reste à faire. Interroger les voisins du couple. Oui, bonjour, c'est la police. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on venait faire une enquête de moralité par rapport à une de vos voisines. La seule fois donc, où j'ai rencontré donc, un petit garçon avec son grand-père et un chien noir. Comment vous savez que c'est son grand-père? Ben, il me semble que. Enfin, c'est en raison de l'âge. En raison de l'âge, et puis il me semble quand même. Bon, c'est vrai, maintenant vous me posez cette question, moi j'ai supposé que c'était son grand-père. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, madame. Merci, bonne journée, au revoir. Allez, viens ici, toi. On peut essayer l'étage supérieur et l'étage inférieur. C'est une énigme pas évidente à résoudre. Tout à fait. Parce que là, vous voyez, on n'a pas énormément de témoignages. On a cette personne qui est désignée comme grand-père en raison de l'âge, donc on peut éventuellement supposer que c'est le mari de la dame, mais on n'a absolument rien pour le confirmer. Donc, Le porte-à-porte se poursuit. Sans trop de résultats. En pleine journée, l'immeuble est quasi vide. Un travail de fourmi qui pèsera lourd dans la balance. Les policiers disposent de 2 semaines pour mener leur enquête, avant de transmettre leur rapport à la préfecture qui statuera définitivement sur la réalité de la communauté de vie du couple. La principale cause de refus, ce n'est pas le mariage blanc, mais c'est le manque de maîtrise de la langue. Dans les 3/4 des cas, le candidat est recalé parce qu'il ne parle pas assez bien français. Ce couple est d'origine serbe. Le mari est déjà naturalisé. Sa femme Yelena ne l'est pas encore. Elle est venue à la préfecture pour entendre la réponse à sa demande. Donc c'est pour madame. Oui. Donc je l'ai convoqué aujourd'hui pour lui faire part de la décision qui a été prise par le ministère suite à la demande de nationalité par mariage. Et c'est une décision défavorable. Pourquoi? Parce que le ministère a estimé que madame ne maîtrisait pas assez bien le français. Donc je l'ai convoqué aujourd'hui pour vous mettre en rapport avec une dame qui peut lui proposer des cours de français. D'accord? Et si elle suit des cours, si vous vous efforcez de parler plus souvent français avec elle, je pense que la prochaine fois, ce sera vraiment la bonne. Hein? D'accord? Merci. Séance de rattrapage pour Yelena. À tous les candidats ajournés à cause de la langue, la préfecture propose des cours de français gratuits, dispensés par des associations subventionnées. Pour déterminer le nombre d'heures de cours dont ils ont besoin, les candidats passent un test d'évaluation. Ça paraît une grande. Qu'est-ce que c'est Paris? Paris, c'est la France. Est-ce que c'est la même chose que la France, Paris? Je sais. Si vous dites par exemple Paris, Marseille, Bordeaux... Une épreuve prise très au sérieux par Yelena. Elle sait que plus vite son français s'améliorera, plus vite elle pourra obtenir la nationalité. Vous trouvez ça normal qu'on exige que les gens parlent bien français pour avoir la nationalité? Bien sûr. Je le trouve normal. Autrement, on ne peut pas vivre dans un pays, même dans notre propre pays, si on ne maîtrise pas la langue, l'écriture et tout ça. On peut vivre, mais comment, je ne sais pas. C'est un peu comme si elle passait un examen, là, non? Ben là, oui, elle passe l'examen, mais déjà, elle a fait pas mal des heures d'école, donc je pense que le prochain passage pour la demande, elle va passer. Si c'est ça le critère.
Comme les autres, Yelena a 2 ans pour améliorer son français. Elle suivra entre 100 et 200 heures de cours avant de pouvoir réitérer sa demande. D'accord, là vous pouvez écrire, mais pas beaucoup. Ça va quand même. Déjà, on commence à être progrès. Oui, vous commencez déjà là. Pas évident pour Yelena. Être français, ça se mérite de plus en plus. L'assimilation, c'est le mot d'ordre pour les années à venir. Bientôt, la législation devrait encore se durcir et les candidats à la nationalité devront connaître les bases du fonctionnement de notre société et de son histoire. Quelle est la couleur du drapeau français? Qui rend la justice? Quel est le nom du Premier ministre? Des questions qui ne devraient pas poser de problème à Warda. Jeune maman de 20 ans, elle est arrivée d'Algérie à l'âge de 4 ans. Elle a attendu sa majorité pour demander sa naturalisation. Et demain, elle est convoquée par la préfecture. Une dernière démarche qu'elle conçoit comme une simple formalité. Pour moi, je suis française. À part la carte nationalité française, à part la carte d'identité, je me sens complètement française. En fait, je me suis toujours intégrée, très bien intégrée, et même jusqu'à ce jour. Et si j'ai pas le... Ce qui me bloque, c'est juste la nationalité française en fait. Parce que la vie citoyenne, le vote, il y a beaucoup de choses, ça bloque. En étant étranger, on ne participe pas pleinement à la vie citoyenne française. Devenir française pour Warda, c'est avant tout ne plus se sentir étrangère dans le pays où elle vit. Avoir un titre de séjour, même ne serait-ce que tirer le titre de séjour pour payer avec un chèque à un centre commercial, les gens regardent clairement, vous regardent et regardent encore le titre de séjour. Moi, je leur dis, mais vous regardez quoi? Non, rien. On voit le regard d'une personne qui... Quand elle découvre qu'une personne est étrangère et elle voit le titre de séjour, je sais pas, il y a un regard... Malgré le fait que vous vous exprimiez parfaitement en français? Oui. Elle est où la balle? Elle est où la balle? Elle est où? C'est le jour J pour Warda. L'entretien à la préfecture. Même procédure, elle doit présenter ses papiers et répondre aux questions. Qu'est-ce qui vous pousse à demander la nationalité française? C'est surtout depuis que j'ai eu mon enfant. Depuis que j'ai eu mon enfant, ça m'a vraiment... depuis que je suis petite, je suis là. Enfin, j'ai étudié ici, j'ai grandi ici. Scolarité en France, maîtrise de la langue, situation régulière, un CDI. Warda a toutes les raisons d'avoir confiance en son dossier. Donc c'est ce qui m'a poussée à faire la demande. Vous n'avez jamais eu de condamnation, pas de problème, police, justice, jamais? Alors, vous êtes célibataire, un enfant à charge, qui est né le 24 avril 2004 à Paris, 18e. Le papa est français? Non, le papa n'est pas français. Pas français? Il a une carte de séjour? Non. Est-ce que vous vivez toujours avec lui? Non. Et vous pensez que votre installation en France, elle est définitive? Oui. Le père de l'enfant est étranger et sans papier. Cette situation pose un vrai problème à la rédactrice. Warda est loin de s'en douter. On appréhende toujours avant, donc malgré qu'il n'y a pas de raison d'appréhender, mais on appréhende toujours quelles questions on va nous poser, mais ça s'est très bien passé. Pas si bien que ça. La chef adjointe est appelée à la rescousse. C'est elle qui va devoir trancher. Nathalie. Je suis un peu indécise pour ce dossier en fait parce que c'est une jeune femme qui est entrée à l'âge de 4 ans. Elle a 20 ans. Elle ne travaille que depuis janvier 2007. Par contre, elle a un enfant qui a 2 ans. Le père est en situation irrégulière. Alors elle m'a déclaré qu'elle ne vivait plus avec lui. J'ai vérifié sur AGDREF, il y aurait une IQF. D'accord. Une IQF, une invitation à quitter la France. Le père de l'enfant de Warda est expulsable. La naturalisation de la jeune femme est compromise. Peut-être que le mieux, ce serait quand même de l'ajourner parce que elle aide au séjour irrégulier du père de son enfant. Ce qui veut donc dire qu'il est placé sous une invitation à quitter le territoire.
Ce qui veut donc dire que si on la naturalise, son enfant qui est mineur deviendra français. Et il a reconnu l'enfant, le père ? Oui. Il a l'autorité parentale ? Dans le cas d'un enfant né en France, naturaliser la mère, c'est régulariser le père. Dans le dossier de Warda, c'est le risque que la préfecture ne veut pas prendre. Son avis est défavorable. Donc, peut-être qu'on peut proposer effectivement un ajournement par souci du droit au séjour. Vous n'avez pas de raison de défendre plus que ça ce dossier en l'occurrence? Là, non. Je ne peux pas le défendre plus que ça. Elle a l'aide au séjour irrégulier qui pèse dans la balance et je ne peux pas le défendre plus que ça, même si elle m'a un peu, on va dire, elle m'a un peu émue sur son histoire, sur le fait, non, je ne peux pas. Je suis obligée de respecter, il y a certaines conditions et malheureusement on doit les remplir. Même si j'avais envie de lui donner une carte d'identité, non, on ne peut pas. Il y a des textes et on ne peut pas aller outre. C'est vrai que moi, j'ai pas le côté émotionnel lié à avoir parlé pendant une demi-heure avec une personne. J'ai pas ce côté-là, j'ai pas ce poids supplémentaire, on va dire, dans le traitement du dossier. J'ai mis un avis et puis bon, après, je suis contente de ne pas prendre la décision finale. Pour Warda, comme pour tous les autres candidats à la nationalité française, la décision finale, c'est ici, dans la banlieue de Nantes, qu'elle est prise. La direction des naturalisations centralise toutes les demandes. 120 000 chaque année. Les dossiers sont transmis à Nantes par les préfectures, aussitôt après les entretiens. Ils sont accompagnés d'un avis favorable ou défavorable. Comme tous ses collègues, Cécile Sorel a la responsabilité de trancher. Elle n'est pas tenue de suivre l'avis de la préfecture. C'est au tour du dossier de Warda d'être épluché. Alors donc, je vérifie l'avis donné par le préfet et je découvre que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier du père de son fils. Donc c'est un élément important. Elle a bien un certificat de résident de 2005 à 2015. Elle est donc en séjour régulier quant à elle. Dans le doute, Cécile Sorel cherche à savoir si le père de l'enfant réside avec Warda. D'ailleurs, j'ai pas vérifié l'adresse. Est-ce qu'il a une adresse, ce monsieur? Si. Donc là, c'est bien la même adresse que la dame, par contre. Bon. Donc, compte tenu de cette difficulté, je vais soumettre le dossier à ma hiérarchie. Habituellement, l'agent décide seul. Mais dans le dossier de Warda, les adresses semblent indiquer qu'elle héberge le père de son enfant et seront ainsi complices d'un séjour irrégulier. La rédactrice a un doute, mais pas de preuves. Je vais vous voir au sujet d'un dossier parce que j'ai une difficulté. Je ferme celui-là parce que je ne mélange pas les pièces. Donc, une postulante qui a eu un enfant en 2005 et la préfecture m'indique que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier du père de l'enfant. Dans un premier temps, je me disais qu'on ne pouvait pas dire avec certitude qu'il y avait une aide au séjour. Par contre, l'élément qui vient un peu perturber ce que je pensais, c'est le fait qu'il a la même adresse que la mère. Mais effectivement, la difficulté là, c'est qu'en fait, ça résulte de ses déclarations à lui. Enfin, pour moi, tous les éléments quand même portent à penser qu'il n'y a pas eu en fait de résidence commune. C'est une adresse que le père de l'enfant a déclarée parce qu'il faut qu'il déclare une adresse en France, donc c'est plus par commodité, même si à un moment il y a pu y avoir un lien effectivement avec cette jeune fille. Faute de preuves, le bénéfice du doute profite à Warda, d'autant que d'autres éléments plaident en sa faveur. Voilà, et puis on a effectivement la perception de l'allocation parents isolés donc, depuis la naissance de l'enfant. Donc moi, a priori, sur ce dossier-là, je ne suis pas l'avis préfectoral. Il n'y a pas assez d'éléments objectifs, donc tendant à établir une résidence commune à un moment donné des deux parents.
Donc cette jeune femme va devenir française. Je pense qu'elle va devenir française, oui. Avec son enfant. Cette fois-ci, c'est vraiment gagné pour Warda. La décision de naturalisation est aussitôt enregistrée et transmise à la préfecture de Paris. Une bonne nouvelle que ne connaît pas encore Warda. Dans quelques minutes, la jeune femme va être fixée sur son sort. Donc je vais vous remettre la décision du ministère de l'Intégration. Donc j'ai le plaisir de vous dire que le ministère a décidé de vous naturaliser. Ah bah, je peux dire que je suis très heureuse. Waouh, j'ai plus de mots. Donc, je vais également vous remettre un exemplaire de la Marseillaise et un exemplaire de la Déclaration des droits de l'homme. On vous convoquera fin août, début septembre pour vous remettre ce document. Il y aura une petite cérémonie. D'accord, on va chanter la Marseillaise. Oui. Cahier des charges rempli. Merci. Warda devient française, même si cela a été plus compliqué qu'elle pouvait le penser. Je suis très émue. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. On va s'arrêter là parce que c'est un désastre. C'est un désastre. Depuis 25 ans, tous les gouvernements qui se succèdent modifient la législation en matière de naturalisation. Une fois plus tolérante, une autre fois plus rigide, ces orientations répondent plus souvent à des enjeux politiques qu'à l'intérêt et au respect des étrangers qui résident en France.